L'arrivée imminente des joueurs, voilà, beaucoup de flash. Garry Kasparov est arrivé, Garry Kasparov est là. Garry Kasparov est là. Un peu dans l'ombre. Ça y est, Vladimir Kramnik ne va pas tarder. Vladimir Kramnik va aller dans son coin. C'est un vrai match de boxe. Voilà, Vladimir le géant Vladimir Kramnik contre Garry Kasparov. Voilà, il se serre la main. Il se serre la main, mais c'est beaucoup plus tendu que la deuxième. Il y avait des sourires là. Ah, là, Garry Kasparov, oula, il arbore une tête extrêmement méchante. Il a l'air déterminé. Ouh, et Kramnik a l'air dans ses petits souliers un petit peu là. Oula, là, on sent que les joueurs sont très très tendus aujourd'hui. Là, ça a vraiment, ils sont pas venus là pour rigoler. Ah, on a l'impression qu'il lui dit le regard là, Kasparov, on lui dit attends mon petit là, t'as voulu jouer au malin. Donc tu vas voir ce que tu vas voir là. Ouh là là, il a pas l'air de vouloir jouer ça tranquille. Hein. Déclenchement des pendules. Ah là là, alors je crois que je vais aller, je vais aller, voilà. Heureusement, quelqu'un est là pour maintenir un peu l'ordre. Ça y est, Garry Kasparov joue le coup E2, E4. C'est parti, ça commence. C'est parti. Va-t-il affronter de nouveau une berlinoise? C'est là, il rejoue le 4, donc il met la pression sur le Kramnik. Vas-y, rejoue-moi ta berlinoise, rejoue-la moi, tu vas voir ce que tu vas voir. Donc E2, E4 qui a été joué. E2, E4 a été joué. E7, E5, ça y est, Kramnik rejoue la berlinoise. Oh, il a pas peur le Kramnik, il a pas peur. Alors là, ça va être. C'est la guerre des nerfs. Vraisemblablement, Kasparov va jouer cavalier F3 ouais, quand même. Il va jouer l'écossaise, c'est sûr. Non, il ne joue cavalier pas F3. l'écossaise. Il va rejouer fou B5. Bah disons que le problème, c'est que s'il rejoue pas fou B5, c'est un aveu de faiblesse. Tout à fait. Et cavalier dans C6. les matchs, c'est très connu. Voilà, nous refaisons le cadre. Voilà, ça y est, parfait. Garry Kasparov en pleine méditation. Ah là là là, c'est un grand moment de ce championnat du monde. Fou B5 ou D4. Kasparov acculé dès le début du match, peut-être même déjà obligé de changer son ouverture fétiche, obligé de ne pas jouer fou B5, c'est-à-dire la variante Ruy Lopez. Il va peut-être jouer D2, D4. C'est un moment très important de cette partie. Le choix de Garry Kasparov, fou B5, et oui, fou alors B5. il n'a pas peur. De nouveau, nous allons assister à une berlinoise. À noter l'air incroyable de Garry Kasparov qui n'est vraiment pas content. Alors là, c'est important. C'est un moment très important du match. Puisque la Kasparov rejoue la même ouverture qu'il avait joué dimanche, où Vladimir Kramnik avait joué à ce moment-là l'autre cavalier sur la case F6. Et donc là, il repropose à Kramnik de jouer la même chose. Il lui dit vas-y, joue pareil. Et il joue pareil. Et oui, Kramnik n'a pas peur. Kramnik n'a pas peur, il dit vas-y, t'inquiète pas, j'ai tout calculé. De toute façon, je joue la même variante. Waouh. Alors là, c'est un moment extrêmement important du match. Parce que si Kasparov n'arrive pas à gagner cette ouverture, il est dans la boîte, Éloi. S'il ne passe pas, effectivement, il sera mal, Kasparov. A priori, voilà, bon alors, ils vont répéter les coups. Petit rock, voilà, tout ça, c'est très normal. Garry Kasparov répète les coups. Là, une longue variante forcée s'annonce. Kramnik devrait jouer assez rapidement. Voilà, les coups sont échangés cavalier à toute prend vitesse. E4. Donc là, Kasparov avait joué D2, D4. Je pense qu'il va vraisemblablement le rejouer. Ça paraît quasiment certain. Il va jouer là. Ça y est, il joue D2, D4. Oui, il joue D2, D4. Donc il répète la partie de dimanche. Kramnik va répéter également. Cavalier D6. Voilà, ça y est, c'est fait. Cavalier D6. Ils sont en train de rejouer exactement la même chose. Kasparov va prendre en C6. Ça a l'air d'être une certitude. Après, fou prend C6. Pion, dame prend C6. Et ensuite, il y a pion prend E5. Kramnik avait joué cavalier F5. Alors, on va voir si ça va être pareil. Kasparov, faut voir la tête de Kasparov. Oui, là, je pense qu'il faut faire des gros plans sur cette ouverture. Voilà, Kasparov. Ah, il jette un œil à Kramnik et joue fou prend C6. Il a pris fou prend C6. Très logique. Il a pris fou prend C6, Kasparov. Là, Kramnik a répondu le coup logique. Il a repris du pion de la dame encore une fois. Pion prend E5. Alors, mais s'il répète la même partie Kasparov, c'est parti nul, Éloi. S'il répète la même chose, c'est effectivement parti nul. La question est de savoir qui va changer en premier, parce que les deux joueurs ont évidemment analysé la partie. À moins que Éloi, comme ils ont fait partie nulle avant la fin, peut-être Kasparov a vu qu'il pouvait gagner. Non, je ne pense pas. Il vient de jouer dame prend dame. Kramnik va jouer roi prend. Ouais, c'est obligé. Ça y est, c'est fait. Seul coup légal dans la position, parce que le roi est en échec. Ouais, alors là, tout l'enjeu de cette partie, c'est qui va changer en premier. Garry Kasparov joue encore pareil, cavalier C3. Et là, Kramnik avait joué fou D7. Kramnik avait joué fou D7, un coup un peu atypique. Alors peut-être que maintenant Kramnik, dans cette position, va changer, ne va pas jouer fou D7.
Et non, Fou de 7. Kramnik est sûr de lui. Là, Il est Kramnik, sûr de lui. Pour l'instant, c'est la même partie. Il va falloir qu'à un moment donné, les deux joueurs changent. Enfin, en Alors- tout cas, surtout Kasparov. Kramnik a aucun intérêt à changer. Non, attention, rappelons-nous de ce match contre Anand qui avait été une leçon pour tous les joueurs d'échecs. B2, B3, Kasparov joue pareil. Waouh. Alors là, c'est plus tout à fait la même chose quand même, puisque la dernière fois, Kasparov avait déjà réfléchi très longtemps pour jouer cette position. C'était une première différence. Ah oui, là, il a préparé ça. Là, il a préparé ça, c'est sûr. La Kramnik. Hey, Kramnik, qu'est-ce qu'il a joué là? Il avait joué H6, H6, voilà. il joue pareil. Tout à fait. Il joue pareil. Le il bras joue de fer H6. est engagé. Garry Kasparov va jouer fou B2. Est-ce que c'est pas risqué pour Kramnik là? Est-ce qu'il faut qu'il fout B2? Mais c'est incroyable ça. Kasparov avait dit, quand on a gagné une partie, quand on est en train de mener au match, il faut absolument changer les ouvertures. Alors, on ne Quand sait on- pas. Eh bien- Kramnik, en tout cas, ne change pas. Kramnik Une change méthode qui ne perd pas. pas. Est-ce que c'est bien joué ça de pas changer? Garry Kasparov joue pareil. Tour Tour AD1. C'est exactement la même chose. Qui va surprendre C'est l'autre tour AD1 ou en il avait joué premier H3 d'abord? Non, il avait joué tour AD1 pour... Ah non, il a changé. Il a changé tout à fait, Stéphane. Il Ah. avait joué H2, H3 Il avait avant. joué H2, H3. Puis Kramnik est rouge. Kramnik Eh est oui, rouge. parce qu'après H2, H3, Kramnik avait joué B6. Oui. Et là, tour AD1. Alors que là, il joue tour AD1 tout de suite. Donc peut-être B6 c'est pas, est pas dans l'ordre de coup là. Parce que on Ouais. menace pas roi B7. Alors Garry Kasparov, voilà l'amélioration de Garry Kasparov. Il ne perd pas de temps à jouer H2, H3. H2, H3 qui est le coup qu'il avait joué la dernière fois que nous allons pointer ici. Alors, Il ne perd pas de temps à jouer un coup de pion inutile. Il le laisse en H2 et il préfère tout de suite mettre sa tour en D1. donc tu disais Éloi, alors là, c'est Kasparov qui vient de changer. Kramnik a répété la même ouverture et tu disais que par rapport au match que Kasparov avait joué contre Anand, il n'est pas forcément intéressant de répéter la même ouverture quand on mène au point. Donc là, Kramnik aurait fait une erreur psychologique de répéter la position. C'est-à-dire que Anand avait répété encore, avait continué. C'est-à-dire quand il avait gagné la 9e partie du match, il menait d'un point. Et il avait continué à jouer la même ouverture, sur quoi Kasparov avait sorti une nouveauté fracassante. Ah, B6 quand même. B6 quand même. Ah, mais on remarque, si Kasparov joue H3 maintenant, ça fait que transposer. Tout à fait. Mais non, Mais non, c'est là, c'est non, là. ça y est, il Voilà, améliore. il change de plan. Il joue, il joue le même plan mais sans H3. Il joue le même plan mais sans H3, Kasparov. Ah, il gagne un temps. Kasparov gagne un temps. Il gagne un temps. Cavalier E2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce jouer? que Il ça veut jouer veut cavalier dire F4, exactement? Kramnik. Que- Kasparov. Qu'est-ce qu'avait joué Kramnik la dernière fois? Difficile Cavalier F4, je sais pas. difficile à dire. Alors, Kasparov, est-ce que Kasparov peut jouer le même plan avec cavalier F3 en E1 pour jouer F4, menacer G4 et F5? C'est possible, c'est possible. Tout à fait. Ça doit entrer dans les projets de Garry Kasparov dans cette position. Donc il faut revoir, évidemment, vous pouvez revoir, mais d'ailleurs vous pouvez le faire en direct, puisque vous pouvez revoir le différé du résumé de dimanche. Allez, le fameux résumé de dimanche. Tout à fait. En cliquant dans les archives, vidéo. Et donc vous pouvez revoir l'analyse qu'on avait faite de cette partie, et vous pouvez le voir en anglais par exemple, avec le résumé en anglais, en cliquant sur le drapeau anglais. Vous avez un bouton archive vidéo, évidemment, qui vous permet de voir les précédents résumés, si vous voulez revoir l'analyse de la partie de dimanche dernier, qui va ressembler beaucoup à celle-ci. Donc c'est les mêmes idées, les mêmes plans, simplement une petite différence. Kasparov a joué tout de suite tour AD1 au lieu de jouer H2, H3. Donc il perd pas de temps en jouant son pion, et non pas l'inverse. Donc c'est ce qui pose Alors, problème à Kramnik. faisons une analyse de cette position quand même, ça me paraît important de bien comprendre. Allez, Kramnik je- joue C6, C5. Ouais, Alors, tranquille, Kramnik qui joue les mêmes coups, Kramnik a joué C6, C5. Regardons il n'a pas peur. ce coup. C6, C5, ça ressemble quand même énormément à la première partie de ce match. Kramnik a l'air très calme et Ouais, très il a l'air serein. en fait tranquille, Kramnik lui dit ouais bon mais... de toute Et il façon, se lève, et Kramnik se lève, ça y est. si tu crois que j'avais pas vu ça... Kramnik se lève, oh, Kasparov est là surpris. là là Kasparov là. est surpris. Kasparov Il se dit évidemment que fait Kramnik. Kasparov qui regarde Kramnik s'éloigner avec un air... Oh là, il a des problèmes Kasparov, il a des problèmes. Non, mais là, Kasparov rigole. Kasparov fait comprendre à tout le monde qu'il a bien entendu analyser C6, C5 et qu'il ne comprend pas du tout l'attitude de Kramnik, qui est de se lever, alors qu'évidemment, il sait très bien, les deux joueurs savent que Kasparov connaît et que Kramnik connaît. Donc Kasparov montre son doute à Vladimir Kramnik par cette œillade meurtrière, cette œillade digne d'un grand acteur américain. Exactement. Une œillade digne d'un grand acteur américain. Tout à fait. Donc Kasparov en pleine réflexion sur ce plan.
Et peut-être qu'on peut voir Garry Kasparov de près, puisqu'il a une pose intéressante. Je ne sais pas si le plan croisé est intéressant. Ce n'est pas sûr. Alors, on va, pendant que Kasparov ici est en grosse réflexion, voilà, on va passer exactement à l'échiquier ici de démonstration pour expliquer, Éloi, encore une fois, l'idée de cette ouverture. Les Blancs donc, ont échangé leur fou de cases blanches, donc ils ont perdu le contrôle un petit peu des cases blanches. En échange de quoi, ils ont donc doublé les pions adverses, donc on peut montrer ces pions doublés. Donc ces pions C7 et C5 ici qui sont doublés. En échange de quoi, donc, les Blancs ont 4 pions du côté roi, qui sont les pions E5, F2, G2 et H2, contre 3 pions du côté noir, F7, G7 et H6, ce qui donne une majorité de pions de ce côté-là pour les Blancs. Donc le plan des Blancs est simple, il faut avancer les pions de ce côté-ci pour créer un déséquilibre. Alors, à mon avis, la compréhension de Kramnik est très fondée dans cette position. Et ce que pense Kramnik, tout simplement, c'est l'unique plan des Blancs, c'est bien entendu d'essayer d'avancer cette majorité, c'est-à-dire de jouer F2, F4 et G2, G4, suivi de F4, F5. Ça, c'est le seul plan. Mais ce que se dit Kramnik, c'est que, évidemment, dès qu'on avance le pion G2, ce pion-là, dès qu'il est avancé, eh bien, ça affaiblit toutes les cases blanches. D'autant plus que Kasparov n'a plus de fou de case blanche, donc le fou D7 viendra en C6 avec une diagonale magique qui entrera complètement dans le camp blanc. Donc effectivement, voilà l'idée de Vladimir Kramnik. Positionnellement, sa position est solide et fondée, c'est-à-dire que si les blancs jouent le seul plan qu'ils ont à leur disposition, ils vont faire des affaiblissements, ils vont donc prendre des risques, et c'est là que la partie devient chaude. C'est là que la partie devient chaude. Alors, il faut voir Kasparov en gros, ici, en train de réfléchir, très tendu, voilà. Très joli plan là par notre réalisateur vedette, Notre réalisateur étoile. Yannick. Yannick surmotivé pour cette partie, alors Garry Kasparov en pleine réflexion. Et oui, incroyable, il semblerait qu'une fois de plus, c'est Kramnik qui prenne l'initiative dans l'ouverture. C'est quand même surprenant ça, Stéphane. C'est quand même incroyable. Alors disons, mais c'est très important cette partie pour le match, parce que Kasparov, évidemment, s'il n'avait pas rejoué la même ouverture, déclare forfait, entre guillemets. Oui. Ça veut dire admet qu'il est dominé par Kramnik. Il est quand même champion du monde, numéro 1 mondial, donc c'est aussi une question d'honneur d'essayer de démontrer qu'il peut trouver quelque chose dans cette position. Le problème, c'est que Kramnik a l'air extrêmement bien préparé, que cette variante-là, il ne l'a pas jouée par hasard. Est-ce qu'en 2 jours, enfin en 4 jours, puisque c'est depuis dimanche, en 4 jours, est-ce que Kasparov a eu le temps, avec ses analystes, avec ses acolytes Et ses ordinateurs. et ses ordinateurs, mais Kramnik aussi, il a des ordinateurs, de vérifier, mais là, ce n'est pas une question d'ordinateur, Éloi, dans cette position. C'est une question de plan à long terme. Plan à long terme, mais les ordinateurs sont capables de les trouver. Si on les fait chercher 4 jours de suite, ils vont finir par trouver des choses intéressantes. Peut-être. Mais il faut rappeler que... Ah là là, Kasparov tourne la tête. Il n'a pas l'air satisfait par ce qui est en train de se passer. Kasparov est dépité dès ce début de partie. C'est proprement incroyable. Il est dominé, Kasparov. C'est encore lui qui réfléchit, c'est incroyable. Hein. Oui. C'est fou, quoi. Il a choisi la même ouverture et donc il avait une idée. Il espérait quoi? Que Kramnik allait jouer quoi? Autre chose? Il avait que... Qu'est-ce qu'il pouvait espérer? Je comprends pas. Non, Kasparov espérait peut-être que ce... Parce qu'en fait, dans le plan, si Kasparov joue pas H2, H3, Kramnik n'a pas peur, n'a pas aussi non plus l'obligation de jouer le coup H6, H5. On va rappeler l'idée, Éloi. Pourquoi H2, H3? Alors, H2, H3, c'était bien entendu ce coup-là, pour commencer à pousser G2, G4, Parce pour que, déstabiliser voilà. le cavalier F5, et ainsi de suite. Parce que là, l'idée de Kramnik, c'est si les blancs jouent trop vite ce plan... On peut tout de suite mentionner le coup G2, G4. Voilà, G2, G4. Là, Directement. peut-être Kramnik n'a pas peur parce qu'il joue cavalier E7 Voilà. et il menace H6, H5. Et il menace H6, H5, c'est-à-dire que les blancs se sont tout simplement affaiblis. Leur pion en G4 est venu là beaucoup trop tôt. Voilà, alors H6, H5, faut quand même expliquer, Éloi, pourquoi ce coup est embêtant H6, H5, parce qu'on dit... bon, Donc supposons ici que Kasparov défende son pion G4, qui Voilà. est quand même tout de suite en prise par le fou. le fou, D7, attaque le pion G4. Voilà, Donc on va ici, expliquer. Supposons H2, H3 pour H2. défendre. Voilà. Parce que maintenant, on défend comme ça. Ici viendrait bien entendu le coup de Kramnik. H5. Ça y est, Kasparov a joué. Ah, On va peut-être regarder plutôt la partie. Donc ici, Kasparov il a joué C2, C4. a joué C2, C4. On trouve les mêmes coups de la partie de dimanche, mais avec un temps de moins
pour les blancs. C'est-à-dire que les blancs n'ont pas perdu pour l'instant le coup H2, H3. Mais ce que je disais, c'est que Kramnik avait joué quasiment après H2, H3, il avait joué H6, H5. Oui, 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 tout Donc à fait. en fait, tant que le coup H6 a son utilité, Non, mais je crois, Stéphane, qu'il y avait des variantes dans lesquelles on pouvait jouer après H3, H5, le coup G2, G4 quand même, puis on prend G4, puis on prend G4, et la colonne H était ouverte, ce qui posait des gros problèmes à Kasparov. oui. Posait des gros problèmes au long. Ici, on peut très bien envisager de jouer G4 sans ouvrir la colonne H. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la double prise des pions H, donc cet échange sur la colonne. Et ça, dans certaines variantes, Garry Kasparov peut sans doute surprendre en jouant. Ah non, Et là, mais non, il a l'air. Ah non, mais là, Il a dû faire une faute d'analyse incroyable. Oui, il a dû. Il a dû voir quelque chose qui n'existait pas. Il a vu un fantôme, tout simplement. C'est possible, ça, peut-être. Oui, il a l'air de. Ça y est, il commence son spectacle, Ah, il est dépité, il a l'air dépité, Kasparov. alors que Kramnik est très très calme. Non, mais là, si Kramnik fait nul. Si Kramnik fait nul. Non, mais on peut retrouver la même position finale, Eloi. C'est possible. On peut encore retrouver la même position finale. Il suffit que Kasparov joue H3, Kramnik H5, et ça y est, on a la partie de dimanche. On a la partie de dimanche. Oh Kasparov, là là, la tête il est- de Kasparov, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans les cordes. Il est dans les cordes là. Il a répété les coups, et là, on a. Non, Oh il se lève Alors- sur son temps. C'est à lui Ah de non, jouer non, c'est à Kramnik de c'est à jouer. Kramnik de jouer. Mais il a pas l'air content, Kasparov. Non, non, il n'a pas l'air content du tout. Kramnik, lui, Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Qu'est-ce qui lui arrive à Kasparov? je pense honnêtement qu'il y a une énorme faute dans la préparation et que les secondants de Kasparov vont passer un sale quart d'heure après cette partie. Kasparov va les engueuler, va leur dire que c'est n'importe quoi, qu'ils analysent n'importe quoi. Et Kasparov, à mon avis, ne va pas être content du Non, tout mais en il a rentrant vite- ce soir à la maison. Oui, mais il a dû vérifier ses analyses. Oui, bien entendu, il est aussi responsable que ses secondants, mais quand même, quand même. S'il y a une faute dans cette analyse d'équipe, dans ce travail d'équipe, c'est dommage, il y a une perte de confiance qui va s'instaurer, et ça, c'est très mauvais pour la suite du match. Ah oui, Vladimir parce que Kramnik, là, si Kasparov ne peut plus faire confiance à ses secondants, qui auraient trouvé éventuellement, donc c'est ça l'idée en fait, ils auraient trouvé, suite à la première partie, une amélioration pour Kasparov. Or là, Kasparov, vu la tête qu'il fait, et vu la tranquillité de Kramnik, en fait, est en train de se rendre compte, semble-t-il, qu'il y aurait une gaffe, que Alors, l'analyse attention. marche pas. Attention, parce que là, si on peut revenir sur l'échiquier de démonstration, on va voir quelque chose, un détail très important, Petit détail. je crois. Alors, nous allons y revenir pendant que Kramnik réfléchit. L'échiquier de démonstration, ici, je pense qu'il y a un petit problème pour Vladimir Kramnik. Alors, bon, Et non, et non. non, on peut pas tout de suite. Nous sommes privés d'échiquier de démonstration, mais ce n'est que momentané. Donc nous avons un Kramnik qui réfléchit. Voilà, nous y sommes. Ici, Kramnik, je crois, dans cette position, avait joué quelque chose comme cavalier en E7. Donc on peut envisager ce coup, cavalier E7, qui paraît un des coups logiques dans cette position. Ça, c'est possible de jouer cavalier E7. Oui. Sur quoi Kasparov jouera, à mon avis, cavalier en F4. Et là, ça change tout. Ça change tout, pourquoi? Parce que le Ça cavalier change va aller tout en D5. Parce qu'on ne peut plus jouer cavalier G6. Les Et Noirs oui. ne peuvent plus jouer leur plan. Et donc, Et donc c'est un problème. Puisque Kasparov peut jouer H3 et G4, c'est ça? les Noirs n'ont pas vraiment de coup dans cette position. Kasparov peut simplement doubler sur la colonne D. Kasparov peut faire beaucoup de choses. Les pièces noires ne sortent pas ici. Ouais. Elles sont embourbées, elles sont enlisées à l'aile dame, enfin à l'aile roi plutôt. Et ça pose un problème. Donc ici, dans cette position, après 14 C4, que peut jouer Vladimir Kramnik? Il va pas jouer cavalier 7. Il va pas jouer cavalier 7. Oui, mais que va-t-il jouer? Que va-t-il A5. jouer Mais il va jouer A5 déjà. Oui, mais à 5 à 4. A5 A4, mais ça on connaît. Ça, on connaît, ça ne change pas grand-chose. Donc c'est une possibilité. A5 C'est une analyse. A4. Et là, après, je propose par exemple le coup fou C6, qui a l'air bien aussi. Alors fou C6, ce n'est pas parfait ce coup. Il n'est pas parfait. Ce coup n'est pas parfait puisque quand un cavalier vient en D5, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas exactement comment, Bah, il faut d'abord enlever le cavalier F3 probablement. peut-être, oui, tour D3 ne marche pas très bien, il faut enlever le cavalier F3, il faut le mettre en E1. Mettre le cavalier en E1 éventuellement. Et ensuite l'autre cavalier passe en D5 par C3 ou F4. Par C3 ou F4. A noter qu'il y a un autre plan aussi, c'est de mettre le cavalier en H5. Oui, mais ça ressemble tout à fait trait pour trait à la partie. Ah Alors, non, non, puisque le fou est en C6, ce n'est pas sa case. ouais, c'est pas Ce ça. n'est pas la case où Kramnik l'avait mis la dernière fois, il l'avait mis en E6. Ouais, c'est vrai. Donc ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, la question c'est oui, que va jouer Kramnik alors? Alors la question c'est, que s'est-il passé exactement C4. dans cette partie? On Donc. peut se le demander. Alors voilà. Nous allons
Mais qu'est-ce qu'il avait joué, Kramnik? Eh bien justement, c'est ce que je suis en train de regarder. S'il n'y a pas d'erreur, ça s'est passé comme ça. Ah oui, c'était pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Une petite différence. Donc Kramnik aurait joué dans le même ordre coup à peu près, il aurait joué à ce moment-là cavalier E7. Mais là, cavalier E7 se heurte à cavalier F4 qui a l'air de boucher les noirs. Alors, petite... Il n'a peut-être pas de coup, Kramnik, là. Tout simplement. Kramnik. Peut-être Kasparov avec un ordre de coup. Ah non, mais... Et voilà, fou C6, voilà. Trop fort. Fou C6. Le coup qui n'est pas parfait, mais qui est joué par Kramnik. Donc là, ça y est, ça dévie. Le plan est plus tout à fait le même, puisque là, fou C6. Ça n'a pas l'air de... Oh, il a joué tout de suite. Oh là là, il a joué tout de suite. Il a joué cavalier F4, alors ça c'est incroyable. Alors Il là, a joué tout de suite. incroyable ce coup cavalier F4. Positionnellement très très surprenant, une conception étonnante de Garry Kasparov. Oui, parce que le cavalier F3 est en prise. Vraiment étonnante. Mais Et Kasparov se lève. Alors là, Kramnik va réfléchir, là c'est une certitude. Puisque Kasparov a joué un coup atypique et totalement, ou pratiquement totalement imprévisible. Il faut savoir exactement quoi faire. Nous allons passer sur l'échiquier de démonstration, puisque là, nous avons une position très intéressante. Ici, Garry Kasparov, au 15e coup, donne la possibilité à Vladimir Kramnik de jouer fou pour F3, qui affaiblira, qui cassera la structure de pion de Garry Kasparov. Alors, ouais, alors là, il n'y a plus de majorité blanche. regardons ce coup, cavalier prend, pion prend. Oui, mais le cavalier peut-être blanc en D5 va être très beau. Non, les noirs ici vont jouer, bien entendu, C7, C6. C6. Ouais. Non, ici c'est très clair. Alors, quel est le plan de Garry Kasparov dans cette position? Que peut-il faire? Bah, tour D3, tour AD1. Tour D3, tour AD1, c'est un plan. Et la case D7 a l'air très affaiblie, donc les blancs vont mettre une tour sur la case D7. C'est peut-être ça l'idée. Oui, tout à fait. Là, on va montrer ici, tout simplement. L'idée des blancs. Donc alors, nous allons envisager des coups possibles pour les noirs, hein, des coups de Roi développement. B7 ou je sais pas. Non, peut-être fou E7, non? Peut-être fou 7 pour jouer tour HD8. Peut-être fou E7 pour jouer roi B7 et tour D8, tout simplement. Le cavalier F5 est pas mal hein, pour les noirs. Bah, le cavalier F5 est excellent, il est indélogeable. Il est indélogeable. Il est extrêmement Il fort. n'y a pas de pion blanc qui peut l'attaquer. Il est sur case blanche, donc le fou ne peut pas l'attaquer. Il faut essayer de l'attaquer soit par une tour, on voit pas comment. La seule autre pièce, c'est le cavalier blanc. Oui, mais ce n'est pas Ouais. un problème, puisque le fou en fait peut revenir sur la case H4. Hein. Ici, les noirs ont l'air d'avoir toutes les clés en main pour obtenir une position solide. Ouais, mais Alors- les blancs peuvent jouer le cavalier en G3 aussi, hein, C'est-à-dire qui rétablirait la structure des pions blancs. je ne comprends pas. Cavalier E2, cavalier G3. Oui, cavalier 2 qui est G3, mais à ce moment-là, sur quel G3, évidemment, on bougera le cavalier de F5 Et en où H4, par exemple, H4, ouais. et il n'y aura absolument aucun problème. Alors, revoyons la position actuellement en train d'être jouée. Garry Kasparov vient de jouer cavalier F4. C'est la grosse surprise. C'est la première fois qu'on voit un coup aussi atypique dans ce match pour l'instant, Stéphane. Ouais, c'est vrai. Ça laisse au noir une possibilité F3. très simple. Mais est-ce que Kramnik, il faut que Kramnik donne sa paire de fous. Oui, mais alors Kramnik, évidemment, dans cette position, peut chercher mieux. Il peut chercher à faire plus fort que fou pour F3. Il peut commencer par jouer fou E7, c'est une possibilité également. Fou 7 pour jouer tour HD8, c'est ça? Pour jouer, ou alors il peut jouer roi B7 aussi. Ouais, mais roi B7 est B7, dans le il y a tour D7 tout de suite. plan. Non, qui- puisque le fou C6 contrôle Ah oui, la case maintenant, roi pour B7. l'instant. Roi B7, mais effectivement. Mais après, il y a cavalier D5 pour les blancs. Le cavalier F3 est safe, comme on dit. Et là, peut-être les blancs menacent de pénétrer vraiment fortement dans le camp noir. Je sais Ouais. pas. Ouais, c'est possible. Non, effectivement, cavalier D5 a l'air d'être la menace de Kasparov. Je pense que Kramnik devrait prendre en F3, à moins qu'il y ait évidemment un gros problème qui nous échappe. Mais pour l'instant, je ne vois absolument pas ce que ça peut être. Je ne vois vraiment pas. Quel est le problème pour Vladimir Kramnik dans cette position? A priori, une fois de plus, il a réussi à s'en sortir facile dans cette ouverture. Et à noter que c'est peut-être la première fois que Kasparov joue un coup et qu'on pense qu'il est moins bien. Enfin, ou en tout cas qu'il n'a pas joué un coup bon. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois que nous ne sommes pas surpris par la force d'un coup de Kasparov. Ce coup de cavalier F4 a l'air plutôt douteux. Évidemment, se cache derrière une conception que nous n'avons pas vue, qui nous échappe. Mais en fait, ouais, je suis en train de réfléchir. La pénétration des tours blanches sur la case D7 n'est pas très grave, puisqu'en fait, les noirs peuvent jouer fou E7, comme le cavalier F5 est complètement safe.
Oui, Donc ils peuvent jouer fou E7 et ensuite tour A D8 sans problème. tout à fait, il n'y a absolument aucun problème. En fait, ça n'a pas l'air de gêner grand-chose. Alors je ne comprends pas ce que Kasparov a vu. C'est proprement surprenant. Donc fou prend F3, roi D7. Roi B7, pardon. Fou prend F3 et fou E7. Fou prend F3 et fou E7 semble, Fou semble E7 être ou roi B7 tout de suite. à venir. Alors qu'ici nous avons un plan de Kramnik. Un plan de Kramnik qui est en train de. Qui s'avance un peu sur sa table. Qui a l'air assez tranquille. Alors que je vais aller vérifier que tout se passe bien pour nos internautes. Quelques instants, je vais vous laisser avec Stéphane Laborde aux commentaires. Donc là, Vladimir Kramnik en réflexion, il n'a pas l'air trop gêné. Il n'a pas l'air trop gêné dans cette partie. Alors c'est important parce que s'il arrive à faire le nul dans cette partie, voire même s'il gagne, bon évidemment, si Kasparov fait n'importe quoi, mais bon, s'il arrive au moins à faire nul dans cette partie, Kramnik aura marqué un point énorme puisque ça fera 2 fois que Kasparov se casse les dents sur cette ouverture. Il va falloir que Kasparov passe à autre chose la prochaine fois. Et là, il risque de se heurter encore une fois à une préparation de Kramnik puisqu'il a l'air d'être très bien préparé et en tout cas d'avoir mis hors jeu la préparation de Kasparov. Vous voyez le russe en réflexion, mais tranquille. Autant il était nerveux en début de partie, on sentait bien qu'il était un peu nerveux. Autant maintenant il paraît quiet, comme on dit ici à Londres. Quiet Vladimir. Il semblerait que tout se passe bien pour nos internautes et que donc tout fonctionne admirablement. Donc là, vous voyez que nous sommes alors peut-être un point au temps, hein, on peut faire un petit point au temps, on rappelle que le temps est toujours très important, les joueurs ont 2 heures chacun pour atteindre le 40e coup. Donc ils en sont au 15e coup, évidemment ils ont joué très vite puisqu'ils ont répété la partie de dimanche. Donc pour l'instant, au 15e coup, Kasparov a utilisé un peu moins de 10 minutes et Kramnik On a utilisé 18. 18. Nous avons le plan sur la pendule DGT qui nous est offert par la réalisation Choc. Vladimir Kramnik en réflexion. Ah là, je crois que nous avons un coup de téléphone. Donc là, Kramnik en réflexion depuis maintenant quelques minutes. Il faut qu'il se comprenne. En fait, évidemment, il ne calcule pas forcément beaucoup de coups. Il essaie de comprendre l'idée de Kasparov. Hein. C'est surtout ça. Le coup cavalier F4 de Kasparov change la conception de la position puisque Kramnik peut prendre le cavalier en F3 et donc obtenir une position complètement différente. Que va jouer Kramnik? Soit fou prend F3, fou prend cavalier en F3 pour casser la structure des pions blancs, soit un coup tranquille comme roi B7 ou éventuellement fou E7. Voilà, on ne voit pas trop d'autres coups pour Kramnik. Ah mais fou E7 n'est pas possible, puisque si les noirs jouent fou E7, évidemment les blancs jouent tout de suite le coup... ah non, ça marche pas non plus, non, je fais une erreur de conception. Je pensais que G2, G4, mais le cavalier F3 serait en prise. Quoique, non, c'est pas possible. On peut pas. Donc là, Kramnik peut jouer fou prend cavalier F3, éventuellement aussi fou E7, ou encore roi en B7.
L'idée de roi B7, c'est tout simplement de mettre en jeu la tour A8 qui va pouvoir coulisser sur sa 8e rangée et venir soit en D8, soit en E8. Éventuellement, après fou E7 et roi B7, les deux tours sont connectés et donc peuvent s'échanger tranquillement sur la colonne D qui est contrôlée actuellement par la tour blanche postée sur sa case D1. L'idée donc de créer un contrepoids sur cette colonne avec les tours. Alors Kramnik se pose la question parce que fou prend F3 ça a l'air bien tout de suite parce que ça casse évidemment la structure des pions blancs, mais ça redonne la paire de fous. Ça redonne la paire de fous et donc Kramnik ne peut pas espérer que si la position s'ouvre d'obtenir une compensation éventuelle avec ses fous, alors qu'actuellement c'est le cas. Les deux fous peuvent s'avérer devenir très forts si la position prend un caractère ouvert. Il suffit d'un pion échangé sur l'aile roi pour que tout de suite les fous aient un peu plus d'air et peuvent s'avérer très puissants. Là il faut que Kramnik... Moi je penche plutôt pour un coup comme... fou prend F3 tout simplement, qui a l'air bien. Roi B7 aussi a l'air bien, puisque roi B7 on reste un peu dans la structure de la position de dimanche. C'est un petit peu semblable. Kramnik est donc toujours en train de réfléchir sur cette nouveauté. On peut dire que c'est vraiment la nouveauté de Kasparov, cavalier F4, Oui. puisque c'est le coup qui change, qui peut changer le caractère de cette position. Donc là, Kramnik est en méditation, et pour la première fois dans ce match, Kasparov a pris l'initiative à la pendule, pris l'initiative dans l'ouverture. Malgré ses mimiques de début de partie, ses mimiques incessantes, il semblerait quand même qu'il ait pu placer une idée intéressante, dont pour l'instant nous ne comprenons absolument pas le sens, en fait, Stéphane. Non, c'est peut-être tout simplement... le sens, c'est peut-être tout simplement un ordre de coups différent qui pose au problème, un problème au noir, qui dimanche avait trouvé des coups et qui là peut-être ont une possibilité de coups diminuée. Oui. Ça restreint les possibilités noires tout Oui, simplement. mais enfin, ça leur en donne quand même une qui est vraiment intéressante, qui est vraiment Ah oui, fou prend très bien, cavalier. fou prend cavalier. Ouais. Le coup que n'importe quel joueur sur Terre jouerait pratiquement à tempo contre n'importe quel adversaire. Mais ici, effectivement, ce ne sont pas n'importe quel joueur. Et il y a sans doute des idées qui échappent au commun des joueurs d'échecs. Mais peut-être tu veux garder sa paire de fous, Kramnik. Non, mais je pense que KD5 est quand même une menace sérieuse, à mon avis, ici. Vladimir Kramnik va jouer fou prend cavalier. Et sur pion prend fou E7. Alors peut-être un échiquier de démonstration pour pouvoir regarder ça, ça serait pas mal. Parce que là, on est vraiment au cœur du problème. Il faut vraiment bien comprendre ce qui se passe sur fou prend F3. Alors voyons l'échiquier de démonstration. Donc, Kramnik, toujours en train de réfléchir. Là, c'est intéressant. Et on se demande où est Kasparov quand même en ce moment, Stéphane. Puisqu'il faisait tout à l'heure tout un cinéma comme quoi, ça y est, j'ai encore raté quelque chose, ah, quelle horreur, j'ai fait une mauvaise préparation, tout va mal. Et là, pourtant, il joue son coup très vite, se lève et s'en va. On ne le voit plus, on ne sait pas trop. Alors peut-être que c'était une feinte de Kasparov. Est-ce qu'on peut envisager ça? Non, je pense pas. Kasparov feinte jamais avec ses mimiques. Hein. Donc je pense que s'il a fait cette petite grimace, c'est qu'il y avait raison de la faire et qu'en fait, tout simplement, Kramnik est serein. Seulement, il vérifie ses variantes tranquillement. Il est peinard. Voilà. Et voilà. Oh non, incroyable, Ouais, il n'a pas pris. Il n'a pas pris en F3. Ouais, Moi, je trouve ça très très surprenant. Il faudra lui poser cette question à la conférence de presse. Pourquoi n'a-t-il pas pris en F3? Roi B7, vraiment incroyable. Incroyable dans le sens où ce n'est pas le coup attendu. Les deux joueurs sont partis. Ouais, mais là, Kramnik, bon. Alors, Peut-être tout simplement, il risque rien. Encore une fois, on avait vu dimanche que tous les pions, tout le camp noir, on peut remontrer peut-être Eloi d'ailleurs. attention, là, Kasparov va peut-être nous éclairer un peu Il va peut-être jouer vite. grâce à sa tête très expressive, son visage très expressif. Il va peut-être nous dire ce qu'il pense du coup de Kramnik. C'est à voir. Pour l'instant, il est en pleine réflexion.
Non, il n'a pas pu être surpris par ce coup roi B7, c'est impossible. Complètement impossible. Donc Kasparov sait ce qu'il va faire, il va probablement jouer cavalier D5. C'est hautement probable. Là, il réfléchit, il est très concentré. D'ailleurs, on voit ses pieds qui bougent toujours. Ça, c'est une constante plus ou moins chez Kasparov. C'est quand il est très concentré, quand il réfléchit, il bouge les pieds. Et beaucoup de joueurs d'échecs le font, donc on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être pour évacuer un peu de la nervosité, de la tension qu'il y a dans cette troisième partie du match. Bah, c'est déjà, c'est pas non, mais c'est pas très agréable de rester vraiment immobile, hein, et tout simplement. Si on reste immobile pendant trop longtemps, on commence à avoir des fourmis dans les jambes et ça devient pénible. Donc il faut que le Ça, corps, c'est une analyse. il faut que le corps bouge un peu. C'est une analyse intéressante, mais enfin, en tout cas, la Kasparov est très concentré. Il est vraiment concentré. Donc, si on peut passer sur notre échiquier pour regarder bien cette position. Ah, Non. Ah. on Donc, ne pour l'instant, peut pas. on ne peut pas. Donc là, Il y a Kasparov qui réfléchit. Après Kramnik qui a l'air quand même assez tranquille. Qui a l'air quand même tranquille dans cette position. C'est clair. ah, Superbe. Le fameux coup du nœud de cravate. le nœud de cravate de Kasparov Kasparov. nous le fait souvent. Eh oui. Et il joue cavalier D5, voilà. C'est sans surprise, il l'a joué. Il a fait cavalier D5. Après avoir desserré sa cravate, ça veut dire qu'il se met en condition pour la partie, c'est ça, je crois. Ouais, tranquille. Son fameux rituel, il enlève la montre, il dessert son nœud de cravate. Là, Kasparov est à fond. Kramnik revient. Il est là. Que va jouer Kramnik? Tour 8. Que va jouer Kramnik? Kramnik a évidemment vu cavalier D5, c'est clair. Ça menace rien cavalier D5 de toute façon. Cavalier D5, non, ça ne menace rien, mais ça évite quand même qu'on puisse prendre en F3 et affaiblir la structure. Est-ce qu'on peut avoir notre échiquier de démonstration, peut-être? Non. Ça va venir, on va pouvoir le récupérer. Donc là, après cavalier D5. Voilà, ça y est. Donc là, on a notre échiquier de démonstration. Donc après cavalier D5. Ici. Voilà, nous allons pouvoir commenter cette position et les derniers coups qui viennent de se produire, qui sont quand même très très importants. Alors à noter que par exemple, si les noirs jouaient un coup qui a l'air bon. Cavalier E7. Cavalier E7 avec l'idée. Quelle est l'idée de cavalier E7, Stéphane là, Bah, je sais pas. Le problème, c'est que cavalier E7 c'est bien, mais on ne peut pas prendre en D5. Puisque après pion prend D5, les blancs renforceraient leur centre en instaurant un duo de pions. Ouais, mais c'est un peu la même idée que dimanche. C'est en fait pour parer, pour empêcher le coup G2, G4. Oui, mais jouer cavalier E7, c'est un aveu de faiblesse. Puisque justement, Kasparov n'a pas joué H3. Ouais, mais Kasparov menace G4. Oui, il menace G4. Donc alors attention, puisque voilà, la position actuelle sur l'échiquier est la suivante. Vladimir Kramnik n'est pas surpris par le dernier coup de Kasparov, il a donc déjà son idée sur ce qui va se passer. Parce que maintenant que le fou est plus en D7, G4 est peut-être plus fort, puisque sur H5, H3, et les blancs, tranquilles, contrôlent très bien la case G4. Non mais là, tout de suite, on comprend très bien l'idée de Kasparov. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a poussé Kramnik à mettre son fou sur la case C6. Ouais. Maintenant, en lui plantant un cavalier en D5, il bouge le fou. Ce fou n'est plus efficace, l'efficacité est très limitée. Donc, il a le champ libre pour pousser ses pions. Et là, je vous parierai un maximum que le prochain coup de Kasparov, c'est cavalier E1, suivi de F4, et suivi de G4. Ouais. Et là, Kramnik sera dans 2 beaux draps. Et peut-être qu'il ne peut pas jouer G4 tout de suite. Non, c'est peut-être un peu trop. Alors disons que pour l'instant, dans un premier temps, c'est au noir de jouer. Donc c'est un problème. Hein. Il va falloir trouver un bon coup pour Kramnik. H5. H5, mais H5, il y aura cavalier G5. Eh oui, ça, voilà ce le n'est problème. pas bon. On va montrer ça tout de suite. On va montrer. Tant que le cavalier est en F3. Si on veut jouer H5 pour prévenir le coup G2, G4, c'est-à-dire contrôler bien la case G4, il y a un problème, c'est que le cavalier blanc saute sur la case G5, attaque le pion F7, et là ça commence à faire difficile pour Kramnik, Ouais. qui commence à avoir des trous un peu partout, qui a des problèmes, ne serait-ce que pour défendre le pion F7. Ça, donc ce là- n'est pas possible. Donc il semblerait Kramnik- que Kasparov ait réussi à poser des petits problèmes à Kramnik. Non, alors là, ce qu'il faut bien Dans cette dire, on va enlever les flèches, mais ce qu'il faut bien dire dans cette position, c'est que Kramnik n'est pas surpris. Donc à mon avis,
Nous allons être surpris par le coup de Kramnik tant qu'on ne l'aura pas vu. Mais il doit y avoir une idée simple pour les noirs qui permet de garder des chances égales dans cette position. Je ne vois pas laquelle c'est. Peut-être cavalier E7, celui qui est G6, c'est possible. Alors cavalier Stéphane. E7, voilà, cavalier E7. Alors mais justement, je voulais. Alors cavalier E7, là, peut-être les blancs peuvent faire cavalier prend cavalier. Alors cavalier prend cavalier, possibilité pour les blancs. Et A après- priori, possibilité qui n'est pas positionnelle. Hein. C'est forcément une variante tactique. C'est après. une grande tactique, voilà. Et après fou prend, peut-être E5, E6. Alors ça, c'est une énorme faute, Stéphane. Mais ça a l'air. C'est une énorme faute. Pourquoi? Eh bien parce que je joue simplement pion prend pion. Et après Donc, fou prend G7. Ton idée était de jouer fou prend G7, mais sur tour G8, les noirs gagnent Voilà. une pièce. Donc c'est un piège, puisque après Parce que le fou prend le pion H6. et le cavalier F3 est perdu. Cavalier F3 est perdu puisque le pion G2 est cloué. On va montrer. Hein, fou C'est-à-dire prend- qu'après voilà. fou prend F3. Après fou prend F3, les blancs ne peuvent pas reprendre le fou. Voilà. Donc ça marche pas. Voilà, tout simplement. Donc ça ne marche pas. Cette idée tactique est en fait une succession de fautes positionnelles puisque dans un premier temps, on joue cavalier prend cavalier qui ouvre la diagonale du fou. Ouais. Et dans un deuxième temps, après fou prend E6, pion prend E6, fou prend G7, eh bien nous ouvrons la colonne pour la tour. Et là, ça commence à faire vraiment beaucoup trop. Donc ce n'est pas possible, c'est une variante qui ne marche pas. Sur quai D5, les noirs peuvent jouer cavalier E7. On enlève ces flèches. Donc cavalier E7 c'est faisable. Mais ça embouteille un peu les pièces noires. Alors cavalier E7, ça a une idée aussi derrière la tête, Stéphane. L'idée c'est de jouer tour D8. Et pourquoi pas tout de suite tour D8? On peut le jouer tout de suite également. Tout à fait. Ça a l'air bien de jouer tour D8 tout de suite. Mais oui, non, mais alors là, on peut revenir dans la position précédente et envisager maintenant le coup tour D8. Ça, effectivement. En même temps, sur tour D8, tout de suite, peut-être les blancs, je sais pas. Non. Bah, les blancs ici vont clairement doubler les tours sur la colonne D. Ouais, tour D3 et tour D1. Ça paraît sûr. Tour D3. Et là, on ne sait pas trop ce que peuvent faire les noirs. Puisque le point D5 va être très bien tenu, va être surprotégé. C'est les commentaires de Nimzovic. Il faut surprotéger les points importants. Donc si, une fois qu'on aura mis la deuxième tour en D1, le cahier D5 sera défendu par 3 pièces. Il sera donc très très bien protégé. Et ça, c'est important. Non, ici, à mon avis, dans cette position, dans cette situation, Kramnik va jouer cavalier E7. L'idée est de jouer tour D8, donc Kasparov va s'en prémunir en jouant tour D3. C'est-à-dire qu'on commence à essayer de blinder la case D5. Et c'est tout à fait logique. Et là, Kramnik devra trouver un coup dans cette position. Et une pointe tactique est annoncée par l'ordinateur, toujours en éveil. C'est cavalier prend cavalier, suivi d'une enfilade. Ah Stéphane. oui, une enfilade. On va voir le thème de l'enfilade. Cavalier prend D5. Très joli thème. Pion prend D5. Puis on prend des 5 forcés. Et là, hop. Alors, a priori, faute positionnelle grave pour les noirs, puisque les blancs ont installé 2 pions centraux très forts. Oui. Mais ici, il y a bonus. Fou B5. Fou B5, attaque la tour. Et l'autre tour Et derrière. si la tour bouge, c'est celle qui est derrière qui va prendre. Donc, ici, point de tactique. Tour D3 n'est pas possible après cavalier E7. Donc, très joli piège. Donc, nous y revenons. Donc, et les- nous considérons, bien entendu, le coup plus logique, tour D2. Ouais, exactement. Tour D2 qui a les Tour mêmes D2. avantages sans l'inconvénient majeur de perdre tout de suite une qualité. Ouais, tour D3 avait l'avantage de protéger le cavalier F3 de certaines variantes. Ça pouvait avoir un intérêt. Et ici, que peut faire Kramnik? Eh bien, a priori, pas facile, puisque Kasparov, on voit clairement son idée Quand même positionnelle. déjà, est-ce qu'il peut pas jouer à 5 à 4 déjà? Ça peut pas. C'est peut-être moins intéressant qu'avant. Non, mais alors à 5 à 4, ça ne sert plus à rien, puisque le fou ne peut plus venir en C2, ne peut plus rêver de venir en C2. Ouais, ouais. Donc c'est pas du tout indispensable. Non, je pense que ici, il faut bien jeter un œil sur la position en cours, et on voit quelque chose de très clair qui vient de me sauter aux yeux maintenant, après ces quelques analyses de variantes. Kasparov a blindé complètement les points D5 et E5, qui sont les deux avant-postes dans le camp noir. Ils sont surprotégés. On va Peut-être détailler. il va simplement jouer tour E1 alors, Kasparov. Non, tour maintenant, F1. je pense qu'il va chercher, maintenant qu'il a surprotégé son centre n'est pas attaqué, on va commenter cette surprotection quand même. Le cavalier D5 tout d'abord est défendu par le pion C Et par la tour D1. et par la tour D1. C'est-à-dire qu'il est défendu 2 fois et attaqué une seule, donc il est secure. Ce pion en E5 est défendu par le fou B2 Par le fou B2. et le cavalier F3, Le cavalier F3 aussi. alors qu'il n'est effectivement. pas du tout attaqué, donc il est encore plus secure. Ici, Garry Kasparov tient le centre, et ça peut poser un problème à Kramnik. Cependant, je pense que le coup de Kramnik va nous surprendre ici. Kramnik va jouer un coup que nous n'avons pas prévu, Stéphane. J'en suis pratiquement persuadé. C'est possible. Peut-être tour G8. Peut-être tour G8. Effectivement, j'étais en train de penser à ce coup. Il faut dire que les blancs tiennent tellement bien le centre que les noirs sont obligés de jouer sur le côté. Mais sur tour G8, peut-être H3 est très fort, du coup.
H3 est possible. H3 est possible. Ou G4 même, tout simplement. G4 tout de suite. G4. G4 et on peut jouer cavalier H4. Non, ici, ça a l'air très chaud. Alors, récapitulons quand même, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, tout ce qui est en train de se passer dans cette troisième partie. Il s'agit d'un match, Garry Kasparov, champion du monde, numéro 1 mondial depuis 15 ans, contre son dauphin Vladimir Kramnik, qui n'a que 25 ans et qui est numéro 2 mondial. Match en 16 parties. Pour l'instant, c'est le challenger qui a l'avantage, puisqu'il mène 1,5 à demi. Et ici, les joueurs sont en train de répéter la même ouverture que lors de la première partie. Vladimir Kramnik est donc serein, il avait fait nul avec les pièces noires. Et ici, Kasparov a trouvé une nouveauté pour améliorer. Et Vladimir Kramnik est en train de réfléchir pour voir ce qu'il peut faire contre cette amélioration de Garry Kasparov. Alors là où on voit que Kasparov a l'air effectivement d'avoir gagné le combat de l'ouverture aujourd'hui, c'est que Vladimir Kramnik a utilisé 35 minutes de réflexion contre à peine 12 à Kasparov. Oui, ça c'est un élément révélateur. On va voir comment Kramnik se comporte dans une pareille situation, c'est-à-dire dans la situation où c'est son adversaire qui est mis à la pendule. Pourquoi Kramnik a répété les coups? Alors ça c'est psychologique, on ne peut pas vraiment le comprendre. On verra après ce que les joueurs en pensent, peut-être qu'ils nous le diront, ou de toute façon ils en parleront après le match. Voilà un très beau plan encore sur Kramnik. La pendule, très important, vous voyez. Ouais, donc on vous rappelle, on le rappellera à chaque fois parce que c'est très important si vous découvrez les échecs aujourd'hui ou si vous découvrez la retransmission d'un match d'échecs, si vous êtes passionné par ce jeu. On vient de voir la pendule. On vous rappelle que les joueurs ont 2 heures chacun de réflexion, temps qui est décrémenté quand c'est aux joueurs de jouer. Il y a 2 pendules donc. Et ces 2 heures de réflexion sont valables jusqu'au 40e coup. C'est-à-dire qu'il faut atteindre le 40e coup en moins de 2 heures. Si on dépasse ce temps de réflexion avant le 40e coup, si par exemple au 35e coup Kramnik dépasse ces 2 heures de réflexion, eh bien il perd la partie. Et au bout de 40 coups, 1 heure de temps supplémentaire est ajoutée aux joueurs pour jouer les 20 coups ou les 10 coups suivants, je sais pas. Les 20 coups suivants. Les 20 coups suivants. Pour jouer les 20 coups suivants. Et ensuite, au bout de ces 20 coups suivants, ils ont chacun une demi-heure qui sont rajoutés à leur temps pour terminer la partie. C'est ce qu'on appelle la cadence classique. C'est les échecs classiques, les échecs longs. Il y a aussi le jeu en semi-rapide, mais ici ce n'est pas notre sujet, puisque communément, le champion du monde est celui qui gagne les parties longues et non pas les parties rapides. Voilà, on vous rappelle pas quand même que vous pouvez voir dans les différés de Diagonale les tournois de parties rapides que nous avons suivis cette année, par exemple le Grand Prix de Bordeaux ou le Grand Prix du Sénat. On peut citer encore le match de Bastia entre Étienne Bacrot et Judith Polgar. Tous ces matchs sont disponibles dans la base de données de Diagonale, l'émission sur les échecs de Canal Web, et donc vous pouvez les regarder, les re-regarder quand vous le souhaitez. Kramnik en pleine réflexion. Il a l'air un petit peu... Non, en fait, il a l'air de rien. Kramnik ne laisse transparaître aucune émotion. Qu'il soit gagnant ou perdant, il arbore toujours le même visage énigmatique. On ne sait pas du tout ce que pense Vladimir Kramnik actuellement. Peut-être qu'il a vu un chemin pour faire nul facilement. Peut-être qu'il est en train d'en chercher un. Peut-être qu'il doute, qu'il pense qu'il est peut-être déjà très mal. On ne peut rien lire sur ce visage impassible. C'est vraiment un très bon joueur de poker. Ouais, là, il est serein et tendu à la fois. C'est très difficile à décrire. On ne peut absolument rien lire, Stéphane. Il faut comprendre, encore une fois, l'enjeu de cette partie. C'est pas uniquement, évidemment, le point gagné ou pas, c'est le fait que l'ouverture choisie par Kramnik peut tenir la route ou pas. Et après, donc, réflexion de Kasparov et de son équipe. Kasparov a sorti aujourd'hui une nouveauté par rapport à la partie de dimanche dernier. Ils ont rejoué à peu près les mêmes premiers coups. Kasparov a dévié de la partie de dimanche dernier et donc est en train d'essayer de démontrer que il a d'autres plans qui sont très dangereux dans cette ouverture. Alors là, Kramnik concentré, très concentré, la tête penchée en avant. Je ne sais pas, je ne peux pas lire ce joueur, c'est impossible. Donc je crois qu'il ne nous reste plus qu'à faire un bilan position, une fois de plus. Voilà, la position actuelle, le centre de Garry Kasparov surprotégé, et Vladimir Kramnik. On peut revenir sur les 2 coups précédents, c'était très important. Dans cette position, Garry Kasparov vient de jouer cavalier F4. Kramnik a choisi de ne pas prendre en F3.
On se demande encore pourquoi, on ne le sait pas, hein, Stéphane, finalement. Pourquoi Kramnik n'a pas pris en F3 pour affaiblir la structure de Kasparov. On sait simplement qu'il a joué roi B7, permettant à Kasparov de jouer quai D5 et de tenir ainsi toutes les cases centrales. Alors c'est vraiment surprenant ce qui est en train de se passer dans cette partie. C'est du très haut niveau, ou en tout cas du niveau qu'on ne peut pas expliquer actuellement. Peut-être que les prochains coups vont nous éclairer un petit peu plus. Ce qui arrive souvent d'ailleurs. Oui. Mais là, on voit que j'ai l'impression que Vladimir s'abîme dans des réflexions. Là, on voit qu'il est plongé dans la réflexion. Il essaie de bien s'imprégner de la position et d'essayer de trouver le plan. Il faut rappeler aussi que Kramnik est un des joueurs au monde qui perd le moins de parties. Oui, puisqu'il était sur une série de 80 parties sans défaite avant de perdre contre Michael Adams au tournoi de Dortmund en juillet. C'est proprement incroyable. Même Garry Kasparov n'a jamais réalisé un tel exploit. Et oui, donc c'est un des joueurs qui est le plus dur à battre. On peut rappeler dans l'histoire du jeu d'échecs, par exemple, un autre joueur qui avait cette réputation, c'était le champion du monde cubain, José Raúl Capablanca, très très grand champion et qui perdait très très peu de parties. Je crois que Capablanca a dû être champion du monde pendant très très longtemps. Enfin, depuis la date où il a été champion du monde, il n'avait perdu qu'une dizaine de parties, ce qui est tout à fait exceptionnel. Ouais, sur plus de peut-être 2 ou 300 joués. C'est totalement incroyable. Capablanca est effectivement entré dans la légende suite à cette série, cette réputation de joueur ultra solide. Et c'est peut-être le destin qui attend Vladimir Kramnik. Par exemple, si dans ce match il ne perdait aucune partie, ce serait tout à fait incroyable, ce serait du jamais vu, puisqu'il n'y a jamais eu un match où le champion du monde n'a pas perdu de partie. Ça n'est jamais arrivé. Donc ici, Kramnik, pour l'instant, après 2 parties en tout cas, tient la corde. Tient la corde et peut-être le futur champion du monde. Voilà. L'homme qui détrônera Kasparov. On voit bien avec la pendule ici, le problème de Kramnik aujourd'hui, c'est que il prend beaucoup de temps au début. On rappelle que si Kasparov a perdu la seconde, c'est probablement parce qu'il était mal au temps. C'est une des raisons, mais effectivement, il était sous pression constamment, la pendule n'aidant pas. Ici, Kramnik semble avoir du mal à trouver un coup vraiment. C'est quand même incroyable, puisqu'il a joué très rapidement roi B7, son dernier coup, il l'a fait jouer très vite. Et sur la réponse évidente de Kasparov, ça plonge Vladimir Kramnik dans une réflexion complètement inattendue en fait. Ouais, il semblerait que Kasparov ait pointé du doigt les faiblesses de cette position, de cette ouverture. C'est le manque d'espace des pièces noires et leur problème à se développer. Non, la grosse question, c'est est-ce que Kramnik n'aurait pas pu prendre en F3 ? La deuxième question, c'est est-ce que Kramnik va trouver une solution maintenant ? Non, mais attention, il faut aussi que ça suffit pas de dire bon, les noirs sont pas développés, il faut que Kasparov trouve un point d'attaque. Tant que peut-être Kramnik il peut jouer des coups, je sais pas, il joue tour A8, et puis après il joue tour 6, tour 8, tour 6, et puis voilà. Non, mais le plan de Kasparov dans cette position, on le connaît, alors on va le redétailler une fois de plus. On va revoir la position. Quel est le plan concret que Kasparov peut mettre en place dans cette partie pour déstabiliser la position noire? Parce qu'on a l'impression que les noirs pour l'instant contrôlent bien tous leurs points. On voit peut-être que la case F7 qui est un peu faible, mais on voit mal comment l'attaquer. Le plan de Kasparov est très simple. Considérons ce que tu as dit, Stéphane. La tour viendrait sur la case E8. C'est une possibilité. Tour 8, c'est tout à fait possible. Là, le plan de Kasparov, c'est bien entendu de bouger ce cavalier, ou alors de jouer G4 avant, ce qui est une autre possibilité. Par exemple, considérons ici la possibilité G2, G4. Le cavalier viendrait sur la case E7. Sur la case E7, oui. Et maintenant, on pourrait peut-être jouer un coup comme cavalier E1. Mais là, on joue H6, H5 probablement. Et sur H5, simplement le coup H2, H3, pourquoi pas. Mais là, il y a un petit problème, c'est qu'on fait éventuellement pion prend G4. Pion prend G4, pion prend G4. Et là, tour H4. Tour H4. Alors il y a une réfutation mentionnée par l'ordinateur. Je pense qu'on peut, peut-être avant de regarder tour H4, ici, l'ordinateur préconise tour D8 qui gagne le pion D5 en force. Ah oui, parce que la tour D1 est... La tour D1 s'est retrouvée clouée. C'est le cavalier D5 qui est cloué. Oui. Et la tour D1, effectivement... n'est pas défendue. Et voilà, tout simplement, c'est bien d'avoir un petit ordinateur pour vérifier. Donc ça, c'est important. Donc G4, effectivement, n'est pas l'ordre du jour. Sur tour 8, Garry Kasparov va préparer tout ça. Alors peut-être cavalier jouer E1. éventuellement H2, H3 aussi.
Mais là, on retrouve la partie presque. Ah non, 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 on ne retrouve plus du tout la partie. On ne On retrouvera n'a plus jamais le fou, la partie. on a puisque plus le fou. Ouais, le fou est parti sur une case mauvaise. Non, il peut revenir. Oui, non, enfin, Non, peut il pas aura tout à du fait mal. revenir. Il aura du mal. revenir. Il aura du mal à revenir. Ouais. Non, si, il peut revenir parce que Kramnik peut jouer roi C8 Oui, non, mais et attention. fou D7. Stéphane, il ne faut pas non plus perdre beaucoup trop de temps. Alors, on va considérer ce coup roi C8, qui, donc là, on va le dire, est quand même anti-positionné. Non, mais déjà Kramnik. Alors sur H3, déjà Kramnik joue. Ah non, il peut jouer pas H5, il peut pas. Non, non, alors roi Alors, C8, roi ici, C8. on va quand même se demander ce qui se passe sur le coup G4. Hein, parce que là, ça commence peut-être à être à l'ordre du jour. Donc là, cavalier E7. Cavalier E7. Et maintenant, cavalier E1 est possible. Cavalier D2, non, je sais pas. Donc cavalier H4. Cavalier D2 perdrait un pion, cavalier H4, il y aurait H5. C'est pas évident. En fait, c'est très difficile pour les blancs de mettre en place cette attaque de pion dans des bonnes conditions. Oui, puis même si les pions avancent, encore une fois, faut passer quoi. Ça suffit pas d'avancer. Non, alors peut-être qu'au lieu de H3, Garry Kasparov dans cette position peut envisager cavalier E1. Pourquoi pas? Ah, mais là, cavalier E1, donc là, Kramnik, effectivement, sur cavalier E1 joue par exemple un coup comme cavalier E7. Cavalier E7, on se rappelle quand même la dernière fois, Kramnik sur cavalier E1 avait joué H5. Oui, mais là, c'est plus pareil parce que s'il joue H5. Ah oui, on peut jouer H5. Oui, On peut jouer H5 ici. Ah oui, non, sauf que cavalier F3 peut-être sur H5. Oui, oui, mais oui, Oui, ça a l'air embêtant. c'est possible, mais ici, donc, proposition possible pour les noirs, c'était cavalier E7, mais je ne pense pas que ça soit le meilleur. Peut-être Kasparov remettrait ses pièces en jeu, il peut jouer cavalier C2 dans cette position, avec l'idée de revenir en E3, d'où il contrôlera les cases Oui, mais F5 là- et G4, très Ouais. important pour l'avancée future Mm. de son duo de pions. Et là, il aura une position en or, j'ai l'impression. Garry Kasparov pour obtenir vraiment une très belle position ici. Donc il faut que Kramnik soit très précis. Alors sur tour 8, proposition cavalier E1. La position actuelle, la voilà. Une fois de plus, Kramnik est en train de réfléchir depuis... Ça fait combien de temps que Kramnik réfléchit? Bientôt une demi-heure. Hein. Ouais, ça va pas être loin d'une demi-heure. Et là, il en est à 3/4 d'heure de réflexion, Kramnik. Ça y est, c'est lui aujourd'hui qui est sous la pression de Kasparov. Ça y est, pour la première fois du match. Ah, il va jouer, il va jouer. Et- ah, il va jouer. Il va jouer. Là, Kramnik va jouer. Ah, quand même, il n'a pas l'air content. Il n'a pas l'air content, Kramnik. Ouais, il a pas l'air sûr de lui, là. Hein. Il est embêté. Il était sur le point de jouer. Ouais, il y a peut-être une erreur d'avoir répété cette partie. Il aurait peut-être dû essayer de varier un peu. Bah, c'est facile à dire, évidemment. Il va jouer là, il va jouer, il vérifie. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie, il a décidé son coup, voilà. Quand Là, il a- oui, oui, tout à fait. La Kramnik a choisi son coup. Il est en train de juste faire comment dire, comme on pourrait dire, quand un avion va décoller, on a les dernières vérifications d'usage. Vérifier que le moteur tourne, par exemple. Vérifier que le tableau de bord fonctionne. C'est les dernières petites vérifications. En fait, Kramnik vérifie qu'il n'y ait pas de grosses gaffes dans ses calculs. Et il joue Ah, cavalier E7. cavalier 7. Voilà. Cavalier E7. Ça n'a pas l'air très bon. Oui, mais alors là, Stéphane, sur ça a pas cavalier l'air E1, terrible. oublions pas qu'il y a le passage en force, tour D8. Oui, alors sur cavalier E7, rappelons-le, nous l'avions prévu. Nous avions envisagé Attends, cavalier non, E7. Kasparov est arrivé, attends, il va peut-être jouer tout de suite. Alors, voilà. Kasparov, voilà. Bon, cavalier E7, ça ne l'a pas surpris. Donc nous avions prévu sur ce coup, le coup tour D2 pour Garry Kasparov. Ouais. C'est une prédiction diagonale. On va voir si Kasparov... Et non pas tour D3, hein, grosse erreur, hein, attention. Voilà, alors là, il y a deux pièges, effectivement. Il y a cavalier E1 et tour D3 qu'il faut éviter. Cavalier Faut 1 et tour D3 sont deux fautes. Pendant Ouais. que Kasparov réfléchit, on va peut-être vous montrer les possibilités possibles. Voilà. Il y a deux fautes à ne pas faire. Voilà, La première, c'est cavalier E1. Cavalier E1, c'est une faute, puisqu'il y a tour D8 pour les noirs. Et on voit que le cavalier D5 est foutu. Tour D8, c'est possible. Mais il y aurait cavalier C3. Il y a plus fort. Il y a cavalier prend pion D5. Qui est Ah plus oui. fort, mentionné par l'ordinateur. Pion prend Cavalier D5. D5, pion prend D5 et fou B5. Fou B5. Attaque la tour F1. Attaque la tour F1. Cavalier D3 est forcé. Et, là, maintenant, on tour- joue tour D8. Maintenant tour D8 qui gagne un pion. Qui gagne un pion. Avec donc un net avantage pour les noirs. Ça, c'est une première erreur à ne pas faire. Et deuxième erreur, Deuxième erreur, c'est le coup tour D3, qui cette fois-ci est très simple, réfuté très simplement. ouais, Il y a cavalier prend cavalier, cavalier prend cavalier, pion prend, pion prend, fou et B5. fou B5. Fou B5 qui attaque les deux tours. Voilà. Donc une des deux va devoir se donner contre le fou, ce qui est une très mauvaise affaire. Donc la fameuse enfilade. Alors revenons
à la position dans laquelle Kasparov réfléchit. Nous avions préconisé le coup tour des deux, qui paraît le plus logique. Pourquoi? C'est de la surprotection, Stéphane. Sur protection, on va jouer tour FD1 probablement. Tour FD1. Donc Et là- on aura 2 tours. Comme ça, toutes les tours jouent. Et le point D5 sera défendu 3 fois. Quoique c'est pas tout à fait dans le plan de Kasparov, puisqu'il faut qu'il pousse ses pions. Parce que là, il peut pas pénétrer finalement sur cette colonne. Mais le plan, d'un point de vue philosophique, on va dire, d'abord il faut stabiliser la position et ensuite commencer l'attaque sur l'aile. Comme on dit, attaque quand on tient le centre, après on a les mains libres pour aller sur les ailes. Ici, Kasparov surprotège son centre et ensuite il envisagera une attaque soit à gauche, soit à droite, et vraisemblablement à droite de l'échiquier, puisque c'est là qu'il a 4 pions contre 3. Il est serein, Kramnik, oui, tranquille. Kasparov aussi. Ouais, Kasparov a l'air tranquille aussi. Bah, disons qu'il risque pas perdre, Kasparov. Il risque pas perdre dans cette partie. Non mais enfin, quand c'est deux joueurs d'un tel niveau, des pertes avec les noirs se comptent sur les doigts d'une main. Des pertes avec les blancs. Ouais, des pertes avec les blancs. Ouais. Ils sont très rares. Il faudrait qu'ils prennent un risque inconsidéré. Là, c'est peut-être Kasparov maintenant qui va plonger dans un abîme de réflexion. Ah! Ouais, il a l'air de savoir à peu près ce qu'il veut jouer là. Ouais, il a pas l'air si sûr de lui, Kasparov. Oula. Ouf! Oula. Là, il calcule. Il y a un Kasparov là qui actuellement est en grande réflexion. Ah, il tapote avec les mains, il a pas l'air. Bah, je sais pas, il est. Il n'a pas l'air complètement satisfait. Non, il est. Il a l'air de se dire, mais bon, ça m'ennuie cette position. Non, je pense pas qu'il soit en train de se dire ça là. Il est en train de se. Je pense qu'il est à fond là, Kasparov. Là, il a vraiment envie de gagner cette partie. Enfin, remarque, Ouais, là, il boude un peu là. Hein. Aïe, aïe, oula, oulala. Oulala. Et voilà la fameuse montre de Kasparov ici, qui est posée sur la table. Il faut rappeler que Kasparov a l'habitude donc de poser sa montre comme ça juste avant la partie. Ça lui permet probablement aussi de vérifier que le temps de la pendule est en phase avec celui de sa montre et donc de signaler à l'arbitre un éventuel déphasage. comme il l'avait fait hier d'ailleurs. Comme il a dû le faire hier, il avait peut-être remarqué que le temps ne se décrémentait pas tout à fait à l'allure voulue. Il est vraiment très très concentré là. Bilan pendule. Kramnik a réfléchi 45 minutes. Kasparov a réfléchi 17 minutes. Donc pour l'instant, Kasparov a pris l'initiative dans l'ouverture. Il a les blancs, il est un peu mieux et il est mieux à la pendule. Bref, il a beaucoup d'avantages qui, combinés les uns avec les autres, peuvent aboutir à une victoire. Oh là là là. Oh, Ah là, ça c'est. Ah non, ça c'est Ah, incroyable. ça c'est la première fois que je vois Kasparov de cette allure là. Là, Qu'est-ce qu'il est en train de se dire là? À quoi pense Kasparov? Ah, Ah, il ne bouge plus là. Ah, il non. ne bouge plus. Oh là là. oh, Ah, il est vraiment incroyable, une position qu'on ne lui connaissait pas. Et Kramnik revient. Kramnik revient à la table. Ah oui, devant un air pareil, Kramnik revient. Ouais. Devant un tel. Kasparov ne bronche pas. Kasparov s'est remis dans une allure normale quand même. Kramnik l'a fait revenir à la normale. Ouais, il a l'air tranquille, Kramnik là. On sait pas. On dirait que les deux joueurs un peu sont indécis quoi. Ils savent pas trop quoi penser de cette position. Est-ce que Kramnik aurait trouvé une réfutation C'est de l'espagnol? La berlinoise ferait-elle nulle à tous les coups?
Bah, il n'y a pas que la berlinoise, il y a également la Petrov qui en ce moment sont les ouvertures neutralisantes sur le 4. Rappelons quand même l'inconvénient de ces ouvertures dites annulantes, c'est qu'elles n'offrent absolument aucune chance de gain. Ça, c'est quand même important. Ouais, c'est dommage. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que les blancs peuvent essayer de gagner, mais ils risquent pas de perdre. Mais de l'autre côté, bon, aussi Kramnik maintenant, il a un point d'avance. Il fait 14 nuls et il est champion du monde. Tour E1, Tour 1, Kasparov dans une logique de surprotection. tour E1, tour F1. Surprenant ce coup. J'ai l'impression que ça permet quelque chose de très simple pour Vladimir Kramnik. Ça permettrait le coup tour A8 en D8 que nous allons considérer dès maintenant sur l'échiquier démonstration Ouais, quand mais on aura vu Kasparov avec- partir. Quel intérêt tour A8 D8? Eh bien, c'est que ça chasse le cahier des 5. Ça attaque le cahier des 5. Ça fait un échange de pièces. Ah, mais oui, mais. Ouais, mais après, la case D8 est faible, il va falloir jouer roi C8. Non, mais ça, c'est. Non, mais attention, Stéphane. Les noirs n'ont pas beaucoup d'espace. Ils doivent quand même chercher des échanges de pièces dans cette position. Ah, est-ce que c'est sûr? Ah, ça paraît sûr. Ah, je crois avoir vu peut-être la possibilité, une possibilité intéressante sur tour D8. Alors là, je pense qu'on va y venir. Oui. Allons-y. Tour D8. Donc Tour D8. ici, Ouais. tour D8. L'avantage de ce coup, évidemment, le cahier des 5 est attaqué 3 fois par le fou, par le cavalier Ouais. et par la tour. Ouais. Et ici, on peut supposer que Kasparov pourrait jouer cavalier prend cavalier. Ouh, ça a pas l'air. Alors c'est une idée, donc ce n'est pas Parce que là, garanti. il y aurait tour prend tour. Tour prend tour. Tour prend tour. Et là, fou prend cavalier. Fou prend cavalier. Et il semblerait que les noirs éclatent de rire, tout simplement. Donc en fait, ce n'est pas une option pour Garry Kasparov. Ouais, parce que là, ici, il n'y a pas de problème pour les noirs. Non, mais même, c'est même avantageux pour les noirs, Éloi. Ah, c'est probablement un léger avantage pour les noirs. Oui, tout à fait. Ici, les noirs seraient mieux. Parce que là, attention, A5 à menace A4. Il va falloir jouer A4. Le fou C6 va venir en E4 avec une invasion des cases blanches très Oui. dangereuse. Non, ici, clairement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le ça n'a truc. pas l'air. Ça a pas l'air bon. Donc, que se passe-t-il sur tour D8? Bah là, il faut que Kasparov joue cavalier E3. Oui, mais alors, enlever ce cavalier, c'est quand même une sorte de capitulation, non, Stéphane? Ouais, je sais pas. Bien oui. Je sais pas. Non, mais ici, il y a peut-être quand même quelque chose, Non, mais Kasparov, chose il de a vu. subtil. Il a vu quelque chose. Il y a peut-être E6 qui va jouer. Il va jouer E6. Ouais, il y a du E6 dans l'air. Il y a du E6 dans l'air là. Qu'est-ce qui E6. se passe sur Alors, regardons tout de suite le coup E5 possible. E6? E5, Avec E6. l'idée simple, c'est que le fou B2, boum, tape sur G7. Donc Direct. là, la menace, c'est cavalier prend E7, suivi de fou prend G7, éventuellement. Ah oui, non, mais il y a toujours ce tour G8. Ouais. Non, mais alors E6. Donc, très logiquement, on ne peut pas tolérer un pion comme ça, il faut le prendre. Donc, Bah, on peut prendre aussi en D5. Hein. pion prend E6, très logique. Et là, que se passerait-il? Que se passerait-il? Tour prend E6. Tour prend E6, il y a cavalier F4 également qui est à prendre en ligne de compte. Et l'ordinateur qui propose une variante a priori intéressante. Le coup cavalier F3 en E5. Et là, ça devient extrêmement chaud, Stéphane. Puisque le cavalier veut venir faire une fourchette sur la case F7. Une fourchette Ah oui. dit également attaque double. Il attaquera les deux tours Ouais. et gagnera Effectivement. donc du matériel. Ici, ça a l'air très chaud pour Kramnik. On voit, si on regarde cette position tranquillement, Il y a une défense. on voit que Kasparov a des pièces placées d'une façon superbe, deux cavaliers au centre, soutenus par deux tours. Le fou B2 qui a une superbe action. Ici, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, on le voit, c'est tout rouge. Ouais, mais l'échiquier. il aurait pu le jouer sans jouer tour E1. Donc s'il a joué tour E1, c'est qu'il y a autre chose. Non, mais c'est qu'il attend tour D8. Il attend tour Ah oui, D8. il attend Il tour attend D8. que la tour soit en D8 pour pouvoir placer cette fameuse fourchette en Ouais, mais F7. ça n'a pas l'air dangereux puisqu'il y a fou E8, hein, c'est ça. Hein. Dans cette position, fou E8. Ouais. Bah, ça a l'air d'être le seul coup qui part la fourchette. Voyons ça, fou E8. Et ça a l'air solide de l'autre côté. Solide, mais difficile, non? Après cavalier F4, cette position ne fait pas envie, ne fait pas envie, Stéphane. On n'a pas envie de jouer ça quand même. Contre une bête d'initiative comme Garry Kasparov. Ouais, mais si ça tient, il y a un pion de plus. Ouais, enfin, Avec la paire de fous. le pion de plus, il faut relativiser le pion de plus. dans Avec cette le paire de. position. Ouais, mais la paire de fou, le pion de plus, ça finit par faire beaucoup. C'est possible, non, c'est possible. Ici, le bon coup semblerait être tour D6. Non, mais si Kramnik, si Kramnik, est-ce que Kramnik est un assez bon défenseur pour jouer ce type de position? Ah bah, bien entendu, Kramnik est un des meilleurs défenseurs du monde. Bon, mais il a bien fait tour prend B7. Oui, Hein, il a joué tour mardi, pour la il deuxième a partie. fait tour prend B7 sachant qu'il allait normalement souffrir devant l'initiative de Kasparov. Il a fait tour prend B7, il a pris le pion de plus.
Et il a réussi à dominer la partie. Alors peut-être là, il va rentrer dans cette variante. Ah, il a l'air, regarde, il a l'air. Il hésite. Il regarde au ciel. Il hésite là. Est-ce qu'on peut. Si on peut le voir là, Kramnik. Kramnik qui regarde au ciel là. Là, c'est un moment important du match. Presque 1 heure de réflexion pour Kramnik. Il lui reste 9 minutes pour passer l'heure de réflexion. Rappelons qu'il doit terminer ses 40 premiers coups dans le temps qui reste. Donc il lui reste 1h09 pour jouer ses 40 premiers coups. Ouais, là, il envisage les complications. C'est clair. Mais ils ont déjà joué 17 coups, les joueurs. Hein. Comme ils ont joué vite l'ouverture. Donc en fait, Kramnik est dans les temps. S'il lui reste 3 coups pour atteindre le 20e, et s'il a mis 1 heure pour jouer 20 coups, il peut très bien mettre 1 heure pour jouer les 20 suivants. C'est plus facile au début quand même. Hein. Bah, c'est plus facile au début dans la mesure où déjà pour commencer, les joueurs enchaînent à peu près 10 coups qu'ils connaissent par cœur, suivi de 5 coups qu'ils connaissent très bien. Donc en fait, ils jouent les 15 premiers coups en à peu près 10 minutes. Donc là, on peut dire que Kramnik n'est pas dans le bon timing, n'est pas dans le bon tempo. Mais d'un autre côté, il faut choisir entre jouer vite et jouer bien. Oui, Ce n'est malheureusement pas compatible. Non, et là, Kramnik préfère jouer bien. A noter que dans ce match, les deux joueurs préfèrent jouer bien. Ouais. Ils ne préfèrent pas mettre la pression autant, ils ne préfèrent pas prendre de risques. Ils veulent des échecs purs en fait. Des C'est échecs, tout l'intérêt de ce type de match et de cadence. C'est des échecs, du jeu d'échecs pur et durs. et dur. Contrairement aux échecs rapides qui sont plus, disons, sportifs, émotionnels, puisque là, la pendule joue un rôle vraiment très, très important. Et les gaffes sont fréquentes, les retournements de situation aussi. Voilà. Dans les parties longues, les retournements de situation sont beaucoup moins monnaie courante et beaucoup moins fréquents. Évidemment, les joueurs, quand ils ont le temps de réfléchir, jouent en général le meilleur coup, il faut bien le dire. Ce sont les meilleurs joueurs du monde et ils jouent les meilleurs coups. Ça paraît assez logique. Kramnik jette un œil furtif à la pendule. Ouais. Là, Kramnik. Ah, il ne bouge plus. Il a l'air serein. Il ne bouge plus du tout. Il a l'air serein quand même, il a l'air serein. Que se passe-t-il dans la tête de Vladimir Kramnik, l'un des meilleurs joueurs du monde, le numéro 2. En ce moment, il est en train d'envisager toutes les variantes qui découlent du coup tour D8 et E6, sacrifice de pion de Garry Kasparov. Vladimir Kramnik est en train de tout vérifier, il veut être sûr de son coup, sûr de son fait, avant de permettre ses possibilités. Il doit également chercher une solution de secours, une solution qui lui permettrait de garder la position telle qu'elle est pendant quelques coups encore, pour différer un peu les complications. Là, Kramnik est en train d'hésiter. Est-ce que j'y vais tout de suite ou est-ce que j'attends un peu? En tout cas, la balle est dans son camp. Il se pose la question, Kramnik, tour D8, il doit calculer ça. Alors, peut-être qu'on peut regarder ici les autres possibilités pour les noirs. Tour 8 peut-être. Tour 8, c'est un autre coup possible. On va le mentionner. Ça n'a pas l'air très très puissant tour 8 quand même. Hein. Bah, tour 8, c'est pas un très joli coup. Non, effectivement, c'est pas un coup qu'on a envie de jouer. Bon, la tour s'active un peu, mais disons que là, elle fait rien de spécial, elle est bouchée par le cavalier. De toute façon, le pion E5, il est quand même très très joli bien plan défendu. sur Vladimir Kramnik, très joli plan sur qui doit regarder à peu près le public, qui doit avoir fait entrer le public dans son champ de vision. Tour 8, donc rappelons qu'on est au Reversal Studio à Londres et que la salle est pleine, tout simplement. Le public est en délire. Oui. Les joueurs anglais sont venus nombreux pour regarder ce spectacle. Vladimir Kramnik et Garry Kasparov sont devant une salle pleine. Et ça ne leur arrive pas systématiquement. Oui, parce que d'habitude, les tournois sont des tournois où il y a non pas 2 joueurs, comme là c'est un match, donc le tournoi c'est plutôt 10 joueurs, 8 joueurs. Et ça se déroule très peu souvent dans des endroits où il y a des places pour le public. Pour des questions de coût, ne serait-ce que de coût, puisque les tournois sont assez longs. La main de Kramnik. Ça dure 1 semaine ou 2, un tournoi. Et donc louer un théâtre pour 2 semaines, c'est quand même assez cher. Oui, je pense pas que ce soit spécialement une question d'argent, mais simplement... Comment ? Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Le fait est que Vladimir Kramnik est en méditation
complète. J'y vais pas. Là, c'est tout l'enjeu de son prochain coup. Son prochain coup qui peut donc mettre la partie sur un terrain calme et positionnel, où Kasparov conservera une petite initiative, ou alors mettre le feu à l'échiquier directement, puisqu'il n'y a aucun doute, sur tour D8, Garry Kasparov va plonger et va jouer le coup au 5-6, puisque Kasparov doit prendre des risques quand même. Ouais. Tour D8. Kasparov a prévu E5. Tour D8 ou tour E8, tels sont les choix de Vladimir Kramnik dans cette position. A priori, il n'a que 2 solutions, peut-être qu'il va en trouver une autre. Ouais, il a la main. Il a activé toutes ses pièces, Kasparov, mine de rien quand même. Toutes ses pièces sont actives. Elles visent toutes le centre. Fou B2 contre le 5. Tour D1, tour E1. Cavalier F3 contre le 5. Et le cavalier D5 qui est placé excellent au centre. On peut dire qu'il a optimisé la position de ses pièces, Kasparov. Il ne peut pas faire mieux. Il ne peut pas faire mieux, mais comme on l'avait dit déjà dans la première partie, qui avait à peu près un même schéma, ce qu'il faut dire, c'est qu'un jeu de pièces, vraisemblablement, ne suffit pas. Ici, normalement, les blancs devraient jouer avec leurs pions. Et c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que la dernière fois, en fait, Kasparov a essayé de jouer avec ses pions, il n'a pas réussi. Il a peut-être choisi le plan tout simplement différent de mettre une pression avec les pièces. Alors, il a quand même été aidé pour ça, dans la mesure où Kramnik a cette fois-ci mis son fou sur la case C6, ce qui n'est quand même pas la meilleure case. On préférait bien entendu que le fou soit sur la case E6 dans cette position pour les noirs. Et pourquoi? C'est très clair. La différence, c'est justement qu'il n'y aurait pas ce coup E5, E6 qui libère tout le potentiel des pièces blanches. Oui, il y a ça, et puis il y a aussi peut-être que les noirs pouvaient jouer aussi C7, C6 pour chasser le cavalier D5. Autre possibilité, effectivement. Donc là, Kasparov a utilisé un ordre de coup malin qui a empêché Kramnik de mettre le fou en 6, qui lui a forcé à mettre le fou là-bas. Kramnik n'a pas assumé ses responsabilités, n'a pas joué fou prend F3, et ici, il est en train de jouer une position avec une mauvaise disposition de pièces contre Garry Kasparov. Ouais, mais encore une fois, comme on disait, il faut 2 faiblesses pour gagner. Là, les blancs ont quand même un avantage. Donc il y a une faiblesse noire, c'est qu'il y a 4 pions contre 3 d'un côté, mais c'est tout. C'est tout, c'est quand même un peu faible. Ah, il a jeté un œil vers la pendule, Kramnik. 1h02. Il lui reste 1h02, Kramnik. Il a joué 17 coups. Donc il lui reste 1h02 pour jouer 23 coups avant d'avoir 1 heure de plus de réflexion. Non mais là, attention, parce que jouer 23 coups, facile à dire, mais encore faut-il ne pas perdre. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il réfléchit d'ailleurs. C'est parce que sa position commence à être pas si simple. Ah, mais il est sous pression, hein. Il faut dire que les pièces blanches, il faut mettre la pression maximale. Elles sont toutes placées pour mettre une pression centrale, maximale, sur les noirs. Alors Stéphane, tout de suite, je vais aller voir dans la salle, puisque pour l'instant, on n'a pas encore vu les secondants des joueurs. Mais est-ce que sur... On ne sait pas si les secondants sont là. Peut-être sur E6, Kramnik peut jouer F6. Non, ça c'est envisageable, mais à mon avis, ce n'est pas une bonne opération. Donc je vais aller me renseigner dans la salle, voir s'il y a des secondants qui sont visibles, voir s'il y a ce genre de choses, et voir si tout va bien à la technique. En attendant, je vous laisse donc avec Stéphane Laborde aux commentaires et Kramnik qui réfléchit. Va-t-il ou non mettre le feu à l'échiquier dans cette position? C'est son choix et il va le faire. Ah, là, Kramnik. En grande réflexion, c'est le moment clé probablement de la partie au niveau du déclenchement des hostilités sur la position, puisque le coup suivant de Kramnik va provoquer probablement un coup qui peut être violent de Kasparov, c'est-à-dire le coup E5, E6, un coup qui commence à mettre le feu sur l'échiquier. Donc là, Kramnik doit bien calculer toutes les conséquences du coup, par exemple, du coup tour D8. Il peut jouer tour D8 ou tour E8, on voit pas trop d'autres coups intéressants. Peut-être cavalier G6 est envisageable. Cavalier G6 n'empêche pas peut-être E6. E6 qui crée des faiblesses dans le camp noir, puisqu'après pion prend E6, tour prend E6, le cavalier G6 est attaqué, il faut qu'il trouve une case, et il n'en a pas beaucoup. Il n'en a pas beaucoup. Ça a l'air d'être difficile pour Kramnik ici. Il lui reste 1 heure.
Il reste moins d'une heure à Kramnik. Il reste moins d'une heure à Kramnik. Ça y est, 59 minutes. Il est en difficulté. Kramnik est en difficulté sur cette partie. Maintenant, bon, si Kramnik trouve les bons coups, il peut ensuite éventuellement dérouler la suite sans grande difficulté. Mais pour l'instant, Voilà, alors, petite interruption momentanée. Voilà, nous continuons donc le direct. Stéphane Laborde va revenir. Pour l'instant, il a un travail très urgent, donc quelque chose qui l'empêchera donc de faire les commentaires pour le moment. Donc voilà, superbes images toujours. Vladimir Kramnik en pleine réflexion. Il doit choisir. Il ne lui reste que 58 minutes, mais c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que le moment est tellement critique que Vladimir Kramnik estime qu'il doit réfléchir, qu'il doit prendre son temps, que c'est le moment du choix, le moment critique de cette partie. Là, c'est vraiment un des moments les plus importants de cette troisième partie du match. C'est la première fois également qu'il va y avoir des complications terribles qui peuvent survenir, puisque dans les deux parties qui ont précédé, Garry Kasparov n'a pas réussi à entraîner Kramnik sur le terrain tactique. Le jeu a été purement stratégique. Ici, peut-être pour la première fois dans ce match, une position sauvage et extrêmement complexe va survenir. C'est ce que Kramnik est en train de vérifier. Il essaie d'en analyser les conséquences, mais c'est très très difficile. À noter quand même que Kasparov est un spécialiste du jeu tactique. Kasparov est probablement l'homme qui calcule le mieux sur Terre, qui calcule le plus rapidement, qui n'oublie pratiquement jamais rien. Il est très connu pour ça. Donc là, Kramnik est très très chaud. Il doit faire très attention, puisque s'il y a la moindre erreur, la moindre faille dans ses calculs, Kasparov va trouver. Kasparov va tout de suite mettre le doigt sur le problème. Et ça, c'est intolérable, puisque ça peut aboutir à une défaite express. C'est pas très bon pour le moral. Si Kramnik oublie quelque chose, et c'est très possible, parce qu'il va y avoir une position, je vais vous expliquer concrètement ce que ça veut dire, une position sauvage. Ça veut dire que les blancs ont 5 possibilités d'attaque, sur quoi les noirs auront 5 défenses possibles, sur quoi il y aura 5 nouvelles possibilités d'attaque, encore 5 défenses. Donc si vous multipliez tout ça, on est très vite à plus de 1500 positions possibles. Et là, ça commence à devenir du calcul d'ordinateur, du calcul informatique. Là, on voit la position, et on rappelle donc que tour D8 est la première possibilité qui enverrait des grosses complications après le coup 18 E6. Et également, il faut mentionner que Kramnik peut jouer après 17 tour 1, donc dans cette position, c'est à lui de jouer. C'est la position sur laquelle il réfléchit. Au lieu de tour D8, jouer tour E8 avec quelque chose de beaucoup plus calme.